Bien. Il va y avoir des retardataires encore ici en Bretagne, mais tout d'abord bonjour à Marseille et bonjour au Havre. Bienvenue pour ce colloque Compétences Mer et bienvenue à la 3e édition de la Semaine de l'Emploi Maritime. La Semaine de l'Emploi Maritime est là pour vocation à vous réunir et notamment aussi à vous faire rencontrer, à faire rencontrer les entreprises avec des demandeurs d'emploi, avec des jeunes et avec toute personne qui est intéressée par les métiers de la mer et en recherche d'emploi dans ces métiers. La 3e édition de la Semaine de l'Emploi Maritime, elle est très particulière cette année puisque pour la première fois, elle s'adresse à 8 régions du littoral français en métropole et la Corse. C'est pour l'ensemble de ces 8 régions plus de 230 événements, que ce soit des petites visites d'entreprise, des grandes visites d'entreprise, des job dating. Il y en avait hier à Guingamp par exemple, il y avait des visites à Concarneau, sur Marseille. Frédéric, tu pourras me confirmer, mais il y avait bien des salons sur la Seine-sur-Mer, etc. Donc cette semaine de l'emploi maritime est la vocation à parler de vos métiers, à parler des formations et à parler des emplois que vous proposez. Pour que des demandeurs d'emploi, pour que des personnes intéressées par vos métiers s'orientent vers vos métiers, viennent se former dans vos métiers et deviennent vos collaborateurs. Donc bienvenue dans cette 3e édition de la Semaine de l'Emploi Maritime. Aujourd'hui le colloque, demain ProMR, l'autre grand moment de la semaine, le plus grand salon de l'emploi maritime en France aujourd'hui, qui se tiendra à la Nester. Pour parler du Compétences Mer, qui est aussi très particulier cette année, je laisse la parole à Fabrice Igaillan, directeur du centre AFPA d'Auray, qui va nous présenter un peu plus en détail la particularité de ce colloque. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, il s'agit de la 4e édition de Compétences Mer avec un nouveau format qui va nous permettre de travailler sur 3 territoires en même temps, l'Orient, le Havre, Marseille, la Méditerranée, la Manche et la mer du Nord, avec un sujet qui va nous préoccuper pendant toute l'après-midi, besoin de main-d'œuvre et difficultés de recrutement dans les métiers maritimes. On fait quoi maintenant ? C'est volontairement un peu provocateur, à savoir qu'on a déjà pensé pas mal de choses. Maintenant, c'est peut-être temps de repenser aussi de nouvelles solutions. Donc le but du jeu, la mission que vous avez acceptée, parce que vous êtes tous là au Havre, à Lorient et à Marseille, le but du jeu, c'est de proposer des solutions qui soient opérationnelles sur le sujet qui nous intéresse, solutions qui vont donner lieu à l'écriture d'un livre blanc dans un deuxième temps, avec la complicité du cluster maritime français et du groupe de travail du cluster maritime français Attractivité, Emploi et Formation. Et livre blanc qui ne finira pas dans une bibliothèque, puisque le but du jeu de ce livre blanc est de favoriser, de démarrer et de déclencher des actions. Donc il s'agit vraiment d'un livre blanc qui soit incitatif, qui sera incitatif. Les différents organisateurs de Compétences Mer 2018, on est nombreux, il faut que je les cite. AGFOS PME, Bretagne Pôle Naval, le cluster maritime français, le Conseil de développement du Péri de l'Orient, le Conseil régional Bretagne, l'Orient Agglomération, Naval Group, Pôle emploi, Pôle mer Bretagne et Atlantique, l'AFPA, le CEFCM, le NSM, le GRETA, l'UIMM Formation, la Touline et l'Université Bretagne Sud. Bon travail, travaillons bien, soyons disruptifs, c'est-à-dire soyons un peu décalés, pensons à d'autres idées, soyons créatifs. Je laisse la parole à Jean-Pierre Letellier pour son accueil et son bon accueil au lycée du Puy-de-Dôme avant de laisser la parole au Havre et à l'ENSM. Merci à tous et encore une fois, bon travail. Bien, bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous accueillir pour ce colloque Compétences Mer, donc dans la cité aux 5 ports. C'est un privilège pour le lycée du Puy-de-Dôme d'accueillir en son sein les personnalités du monde économique et institutionnel qui font que l'économie maritime en Bretagne soit un atout majeur de son développement. Je remercie en cela les organisateurs de cet événementiel et en particulier donc Jean-Christophe Capson pour Pôle emploi, Fabrice Igaillan pour l'AFPA, Alain Pomès aussi pour le Centre européen de formation continue maritime, Michel Prévost pour le GRETA Bretagne Sud, qui ont été les principaux artisans du montage de cet événementiel. Je remercie bien entendu tous les acteurs,
Fabrice les a cités, je ne vais pas revenir sur les personnalités et les organismes qui sont ici présents cet après-midi. Depuis sa création en 1822, le lycée du Puy-de-Dôme fut non seulement un lycée impérial sous le règne de Napoléon III, mais ce fut surtout un lycée naval. D'ailleurs, son blason témoigne de cette empreinte maritime puisqu'il est matérialisé par une ancre, encadrée par une feuille de chêne d'un côté et une feuille de laurier qui sont des insignes de la Royale et de Saint-Cyr. Cet établissement, donc avec 2500 usagers, peut s'enorgueillir d'avoir formé au cours des siècles passés nombre d'amiraux, nombre d'architectes navals, nombre d'ingénieurs d'armement. D'ailleurs, le plus illustre de ces architectes fut, en l'occurrence, Stanislas Charles-Henri Laurent du Puy-de-Dôme, dont nous avons célébré en 2016 le 200e anniversaire de la naissance. Ce colloque, donc, sur les compétences mères, est un clin d'œil à l'histoire de ce lycée, mais aussi à l'histoire de la ville de Lorient. Si la France est développée autour de la croissance verte, le poids du secteur maritime dans notre économie est considérable. En effet, la France est la deuxième zone économique mondiale dans ce domaine. C'est un vaste territoire maritime, plus de 11 millions de kilomètres carrés, et plus que l'automobile, plus que le bâtiment, l'emploi maritime est le fer de lance de notre économie, avec près de 300 000 emplois générés. C'est donc un secteur en plein développement, et c'est une véritable ingénierie qu'il faut aujourd'hui réaliser, monter, pour que nous puissions à la fois faire émerger des emplois maritimes à travers les formations que nous proposons en partenariat sur nos différents sites. Je souhaite à l'ensemble des intervenants des travaux qui soient fructueux et enrichissants pour le développement du secteur maritime. Merci mesdames, merci messieurs. Merci à Pôle emploi de l'organisation de cette manifestation. Merci à l'ENSEM de nous accueillir aujourd'hui. Je suis membre du conseil d'administration de l'ENSEM et j'ai évidemment plaisir à suivre régulièrement le développement de cette très belle école. Merci, Monsieur Vittel, d'être présent aujourd'hui pour y représenter la région. Je vais vous parler de choses qui paraissent un peu violentes. Je vais vous parler de révolution. Le monde a connu un certain nombre de révolutions. Il y a des révolutions économiques et industrielles, la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, et puis, plus près de nous, la révolution Internet. Eh bien, aujourd'hui, le monde connaît une autre révolution qui est la révolution maritime. Et ce n'est pas une prévision, cette révolution maritime, elle est déjà engagée. La mer, c'est non seulement la clé d'un futur commun pour l'humanité, mais c'est aussi le nouvel espace de développement de la planète. On connaît un petit peu ou assez bien la place des océans dans l'économie mondiale. Mais la place des activités économiques maritimes dans l'économie mondiale est en revanche moins connue. Une étude récente de 2011 l'a estimée à 1500 milliards d'euros, qui positionne ainsi le secteur maritime mondial en deuxième position derrière le secteur agroalimentaire, avec une perspective de croissance de 10 à 15% chaque année. Alors ce chiffre aussi important et ces perspectives de croissance aussi importantes s'expliquent notamment par le développement de filières industrielles qui n'existaient pas encore il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, qui représentent des chiffres d'affaires très élevés. Et une étude, cette fois beaucoup plus récente, de 2016 de l'OCDE, estime même qu'en 2030, l'océan pourrait générer 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, l'exploitation des richesses et du potentiel économique des mers, c'est la conséquence de plusieurs faits. Tout d'abord, l'épuisement des ressources terrestres, l'épuisement progressif des ressources terrestres, mais aussi l'augmentation des besoins d'une population qui s'accroît, bien entendu, mais qui a en plus cette caractéristique qui passe souvent inaperçue, de venir de plus en plus habiter au bord de la mer. On estime que dans une vingtaine d'années, près de 80% de la population mondiale habitera en toute proximité. Ces nouveaux secteurs industriels concernent
un certain nombre de marchés nouveaux. Le marché des technologies, avec les infrastructures, les drones et les robots, le numérique, mais aussi les marchés liés à la nécessité de l'exploitation des ressources océaniques. Et on sait que des réserves mondiales de terres rares, par exemple, qui sont aujourd'hui concentrées dans un seul pays d'Asie qui en assure la maîtrise, eh bien, on les trouve en abondance dans le fond des océans. Mais ce sont aussi des emplois qui sont générés par des activités dans des domaines très prometteurs, tels que le monitoring des activités en mer, la sûreté des espaces maritimes et la sécurité des activités qui y sont implantées. Évidemment, cette exploitation des océans devra être une exploitation raisonnée en tenant compte du double souci de la durabilité des ressources et de la protection de l'environnement. Ce sont ainsi de nouvelles filières économiques qui sont en train de prendre naissance et qui, couplées à l'accroissement de la densité des populations sur les côtes, se traduira par une autre gestion du littoral et des interfaces terre-mer, porteuses aussi de nouvelles activités. Et à l'instar de ce qui s'est passé avec les technologies de l'information, ces nouveaux secteurs industriels de dimension internationale seront créateurs de richesses et d'emplois pour les industriels qui auront su s'y positionner. Je vais donner quelques exemples de ces développements parce que l'économie maritime existe non seulement en elle-même, mais elle est aussi un facteur de développement pour de nombreux secteurs industriels qui existent, j'allais dire de manière terrestre, qui existent déjà. L'alimentation, où bien entendu l'économie maritime jouera son rôle avec les apports de produits de la mer pour l'attention humaine, pour l'alimentation humaine, qu'il s'agisse de la pêche ou de l'aquaculture. Les biotechnologies, on voit aussi le développement extraordinaire des biotechnologies marines qui offrent de nouvelles solutions dont le domaine de la lutte contre des maladies, dont le domaine des cosmétiques, dans le domaine de traceurs, de médicaments nouveaux, et les biomatériaux qui, eux aussi, résultent du développement de ces biotechnologies marines. L'énergie, autre filière bien connue, mais où la mer va apporter beaucoup de développement, les énergies marines renouvelables, qui répondent en même temps à l'objectif de permettre un développement énergétique, mais aussi de la protection de l'environnement. Et la France, avec la possibilité de se positionner sur des filières nouvelles telles que les hydroliennes, et nous avons là-dessus une très grande antériorité, est évidemment prête à se mettre dans la course. Le numérique, je vous dirai peut-être un mot tout à l'heure de la révolution de la digitalisation qui est actuellement en cours dans le transport maritime. Les ressources minérales marines, je vous ai parlé des possibilités de recherche de terres rares, et puis le transport maritime. Et le transport maritime, parler du transport maritime est pour moi l'occasion de vous parler, de vous dire quelques mots sur la compagnie CMA-CGM que je représente. CMA-CGM, c'est l'un des leaders mondiaux du transport maritime. Ce sont 30 000 emplois. Et mon collègue Collery pourra vous en parler, bien entendu, beaucoup plus. C'est une flotte de 489 navires, dont les plus grands navires du monde. J'étais hier à Dunkerque pour visiter le Saint-Exupéry, qui est le dernier navire entré en flotte. C'est un navire qui fait 400 mètres de long, 60 mètres de large, et qui peut transporter plus de 20 000 conteneurs. Ce sont 200 lignes maritimes qui touchent à peu près tous les ports du monde. C'est plus de 15 millions de conteneurs transportés chaque année et c'est une densité de desserte entre les grands pays industriels, mais aussi avec les pays en voie de développement qui est considérable. Je vais vous donner un chiffre qui fixera un petit peu les idées sur l'importance de cette desserte maritime. Un navire de CMA-CGM entre dans un port chinois toutes les heures et demie, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Ce transport maritime, je le rappelle, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est 90% des marchandises qui sont aujourd'hui échangées sur la surface de la Terre. 90% de ces marchandises passent par mer, sans transport maritime, donnant la possibilité d'échanger en grande quantité ces marchandises, et bien pas d'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans le monde. Bien, vous allez me dire quelle est la place de la France dans tout cela, dans ce développement
prévisible et déjà engagée de l'économie maritime. La France dispose d'atouts considérables. Ça a été cité tout à l'heure par les autres participants à ce triplex. Une zone économique exclusive qui est la deuxième plus étendue au monde. Mais je n'aime pas trop parler de ça parce que si on n'en fait rien de cette zone économique exclusive, si on n'est pas capable de la surveiller, si on n'est pas capable de la mettre en valeur, ben ça ne sert pas à grand-chose. Mais les espaces sont là et ce sont des potentialités. Une recherche scientifique qui est parmi la plus pointue dans le domaine maritime au monde. Beaucoup de pays sont capables de faire de l'océanographie côtière. Très peu de pays, et la France en fait partie, sont capables d'avoir une océanographie de grand large. Les industriels de premier rang mondiaux, dans presque tous les domaines de l'économie maritime, nous avons des fleurons qui sont parmi les premières places au monde. Des organismes de formation reconnus, et évidemment j'ai plaisir à dire cela ici à l'ENSEM, des armateurs de taille internationale, une marine nationale qui est capable d'être présente sur tous les océans et qui partage avec une seule autre marine au monde toutes les capacités possibles dans ce domaine. Des côtes qui sont appréciées des touristes, des diplomates qui sont capables de porter la voix de la France dans le domaine du droit de la mer, des professionnels reconnus dans tous les secteurs des services, la finance, les assurances, le droit. Au total, cette économie maritime française, c'est près de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est plus de 310 000 emplois directs. Alors me direz-vous, où est le problème? Le problème, il est simple. Le développement maritime tel que je viens de vous le décrire, il se fera. Il se fera parce que beaucoup de pays au monde en ont compris l'importance, et la France aussi, grâce aux derniers développements qui sont actuellement sur la route. Mais l'enjeu, c'est qu'il se fasse au profit de l'emploi des jeunes Français. C'est ça l'enjeu, c'est ça véritablement le but. Si l'on parle de développement de l'économie maritime, c'est pour cela. Compte tenu des objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été fixés dans une récente étude de l'OCDE, il n'est pas du tout irréaliste de penser que pour la France, dans une quinzaine ou une vingtaine d'années, le chiffre d'affaires de l'économie maritime pourra dépasser 150 milliards d'euros et le secteur parvenir à être proche du million d'emplois. Eh bien, il faut pour cela que les jeunes Français soient au rendez-vous. Je me demande s'il existe beaucoup dans notre pays de nouvelles frontières aussi exaltantes que celles que les métiers du maritime peuvent offrir. Eh bien, cette nouvelle frontière, ces nouveaux métiers, c'est tout l'enjeu d'un colloque tel que celui d'aujourd'hui. Et pour ce qui concerne ces métiers du maritime, j'ai plaisir à passer la parole à mon collègue Paul Héry. Merci Jean-François. Merci à toutes et à tous. Jean-François vient de nous décrire les perspectives de ces évolutions. J'ai retenu un mot principalement qui était au début de son introduction et qu'il a illustré derrière, c'est le mot révolution. Et je voudrais comme, on va dire, simple praticien, puisque je suis le DRH du 3e armateur mondial de ce groupe CMA-CGM qui est connu ici dans notre région et en particulier à Marseille, en tant que praticien et en quelque sorte un petit peu en creux, vous faire part de mes quelques difficultés que je peux avoir en termes de recrutement, en termes de formation de nos collaborateurs, en termes également de nouveaux modes de travail, de la manière dont eux, et en particulier les plus jeunes, j'y reviendrai, peuvent appréhender ces nouveaux modes de fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise. Et donc je vais vous parler, puisqu'on me l'a demandé, de ces transformations des métiers du maritime, peut-être pas au sens large de tous les métiers du maritime bien sûr, mais à l'aune de ce que je suis, le praticien, de ces métiers du transport maritime, et particulièrement en porte-conteneurs, puisque c'est le métier de CMA-CGM. En disant dans la présentation, je n'ai pas vocation donc à brosser un tableau complet de ces transformations de l'ensemble des métiers du maritime, mais bien du transport maritime en porte-conteneurs. Et la première révolution, et si on devait en retenir une seule que je soulignerais, ce sont les enjeux actuellement très clairement autour de la digitalisation et de la formation aux nouveaux outils
qui transforment vraiment de l'intérieur, à tel point qu'on en fait un sujet de support fonctionnel dans l'ensemble de l'entreprise, qui transforme complètement de l'intérieur tous nos processus métiers. Et pas seulement, bien entendu, les métiers des marins, mais aussi les métiers des sédentaires, et pas seulement les métiers des sédentaires de front office, mais également les métiers du sédentaire de back office, puisque tout cela est complètement lié. Et ces métiers, je les vois évoluer très rapidement, et la difficulté pour moi, et je vous disais en creux, je vais vous dire quelles sont mes difficultés, c'est de pouvoir anticiper ces mouvements. Que ce soit pour les navigants, que ce soit pour les sédentaires, ces nouveaux métiers, ces métiers actuels, parce qu'on est nouveaux, mais ils sont déjà là pour certains, et d'autres restent à créer. Ils demandent toujours plus de maîtrise des outils et des systèmes d'information, voire même de la part des collaborateurs, la création pour certains, ou en tout cas la participation à la création de ces outils et de ces digitaux et de ces bases de données. Donc moi je recherche en permanence des profils quelque peu, peut-être un peu nouveaux pour certains en tout cas, qui sont des candidats qui vont être agiles dans ces domaines digitaux, numériques et de création et innovation, et qui vont être également armés, préparés à cette informatisation des métiers. Donc sans parler du digital qui irrigue désormais notre vie quotidienne à quasiment tous les instants, mais également donc les transformations au sein de mon entreprise. Et que finalement on maîtrise, on croit les connaître, mais qu'on maîtrise assez peu. Si je devais citer quelques exemples, vraiment très pratiquement, très réalistiquement, en prenant exemple sur l'entreprise que je représente, le groupe CMA-CGM aujourd'hui, ces 18 derniers mois, en matière d'innovation, on est allé sur la création, et c'est assez nouveau pour nous, d'un département recherche et développement qui, en 18 mois, a trouvé des solutions innovantes, internes, c'était in-house chez nous, de nouveaux modes de transport pour les jus de fruits, par exemple, pour éviter d'avoir à les transporter en bouteille. Et désormais, on a créé des citernes particulières qui permettent de transporter, et c'est un brevet marseillais, si je puis dire, de CMA-CGM, transporter des concentrés de jus de fruits en conteneurs purs dans des bacs. On a ici créé, c'est un tout petit marché, mais la capacité de transporter des homards entre le Canada et l'Europe du Nord, par exemple, vivants à l'intérieur de conteneurs spéciaux, et tout un tas d'autres innovations comme ça, jusque dans le détail, mais qui nécessitent des collaborateurs qui s'engagent, qui aient cet esprit agile, cet esprit d'innovation en permanence, et qui, à l'intérieur même de l'entreprise, ou bien sur la base de nouveaux modes d'action comme l'intrapreneuriat par exemple, se lance dans ce type d'innovation. Pour citer quelques exemples digitaux, on essaye d'avancer le plus vite possible dans ce domaine. Je citerai la création de notre incubateur ici à Marseille également, qui va ouvrir l'été prochain, qu'on a appelé The Box, pour faire référence au conteneur bien sûr, et qui a pour vocation à attirer des jeunes talents et des startups, une dizaine, une douzaine, que l'on va incuber dans cet incubateur CMA-CGM de façon à pouvoir accélérer leurs innovations dans des domaines principalement du maritime et du transport logistique en général, mais pas que, et on cherche des startups en ce moment et des start-upers innovants qu'on puisse soutenir. Je citerai également, mais pardonnez-moi la liste à la Prévert, mais c'est pour vous illustrer cette digitalisation, nos actions dans le domaine de la géolocalisation des conteneurs, puisque au même titre que lorsque vous achetez sur un site, sur Internet, un bouquin, et que vous attendez que le site sur lequel vous avez acheté ce livre vous fasse part du moment où votre paquet a quitté l'entrepôt, votre paquet est arrivé dans votre dépôt relais ou sera livré le lendemain matin chez vous, et bien on a des clients aujourd'hui qui nous demandent ces solutions de géolocalisation de leurs conteneurs également, et on a développé au travers d'une joint venture qui s'appelle Traxens ces systèmes de géolocalisation de conteneurs qu'on est en train de déployer. Ces nouveaux métiers, ça ne demande pas seulement des créatifs, innovants, agiles, j'ai envie de dire digital native, mais ça me demande derrière également des opérationnels qui vont être capables d'aller chercher dans les bases de données les éléments de marketing, par exemple, qui vont servir à des commerciaux, qui vont être également capables de vendre ces nouvelles solutions. Et vous voyez, ça révolutionne la totalité des métiers, et pas seulement juste les créateurs innovants qui sont en front-line de ces innovations. Je voulais évoquer également rapidement une deuxième problématique qui est non spécifique, je dirais, au maritime, mais qui nous demande, nous, une adaptation globale, nous, employeurs, nous,
en charge de formation, quelle qu'elle soit, une adaptation globale au, on va dire, nouveau mode de fonctionnement de cette économie du transport maritime, qui est, ce que je voudrais évoquer, c'est le passage en mode projet. Le rythme aujourd'hui est à l'accélération, aussi bien pour les fonctions de front que de back-office, comme je l'ai dit, pour que ce soit pour les sédentaires et que ce soit pour les marins. Mais on est poussé par la génération Y, voire même aujourd'hui on parle de génération Z qui arrive derrière, les plus jeunes, qui nous poussent à inventer, à transformer les nouvelles méthodes de travail et ce fonctionnement qui n'est plus désormais, qui ne doit plus être généralement désormais en silo, hiérarchisé, avec des réunions à n'en plus finir, mais bien sur tout un tas de domaines et pas seulement à nouveau des domaines de créativité et d'innovation digitale, le passage en mode projet. Et bien moi je recherche des collaborateurs et en creux j'ai des difficultés à retrouver qui soient capables de s'intégrer à ces modes de fonctionnement-là. Et à nouveau, pas seulement des gens, des collaborateurs que je cherche pour le cœur de métier, mais bien également des collaborateurs du back-office, financiers, comptables, IT, juristes, commerciaux bien sûr, et qui vont venir appuyer ces modes projet dans le développement des projets et de leur mise en œuvre ensuite opérationnellement au profit de nos clients. Je termine sur aussi ces attentes des nouvelles générations parce que ça nous interpelle en tant qu'employeur dans la manière de fonctionner, mais également chez les formateurs dans pardonnez-moi l'expression, le produit de cette formation qu'ils vont sortir derrière et qui va nous être utile à nous pour être intégrés directement dans l'entreprise, qui est cette attente des plus jeunes générations également dans de nouveaux modes de travail que sont un nouveau type d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La formation, la capacité à travailler à distance, à travailler de chez eux ou d'ailleurs, aussi être capable de changer de métier en cours de carrière et donc d'avoir des passerelles entre les métiers formalisés et donc des parcours de formation associés pour qu'on soit capable de les accompagner. Je reciterai ici la question de l'entrepreneuriat qui nous préoccupe également, pour lequel on voit de plus en plus se pousser des appétences pour ce type pour l'entrepreneuriat, pour ce type de collaboration. Pour ce qui concerne les autres difficultés, on va dire non liées spécifiquement au transport maritime, j'en citerai une qui est bien entendu pour un transporteur, le 3e mondial comme nous sommes, la maîtrise complète de l'anglais. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il m'en parle aujourd'hui, ça paraît tellement évident. Oui, moi ça me paraît évident, mais en creux, j'ai des difficultés parfois à trouver dans notre bassin d'emploi ici marseillais des collaborateurs qui maîtrisent complètement l'anglais parce que notre langue de travail tous les jours, à l'intérieur même de la tour CMA-CGM où il y a 2700 collaborateurs, qui est le siège de notre groupe ici à Marseille, eh bien les échanges entre Français se font en anglais par écrit, le plus souvent bien sûr à l'oral on utilise davantage le français, mais dès que vous avez, c'est Jean-François Talek l'a décrit tout à l'heure, dès que vous avez des bateaux qui escalent à Shanghai, vous devez être capable, bien entendu, de correspondre nativement, pour faire un anglicisme, avec vos correspondants en Chine. Maîtrise de l'anglais. Et un dernier point qui est, on va dire, typiquement marseillais, si je peux me permettre, mais sans tout venir révolutionner, eh bien on a des difficultés à Marseille, moi j'ai des difficultés à Marseille, pour attirer dans ce groupe international des jeunes talents, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et j'ai vraiment cette difficulté-là parce que notre région n'est pas encore suffisamment identifiée comme une ville porteuse de dynamisme économique. Il y a eu des tas de choses excellentes qui ont été faites, je pense à la French Tech par exemple du mois d'octobre ou novembre si je ne me trompe pas dernier, ici à Marseille, mais néanmoins malgré notre excellente météo et notre cadre de vie qui est vraiment agréable, eh bien on a des difficultés et moi j'ai des difficultés à attirer des Parisiens mais également des internationaux dans notre région. Voilà pour ces quelques éléments venus du praticien que je suis et pour vous faire réfléchir sur ces nouveaux métiers du transport maritime et cette révolution dont a parlé Jean-François derrière, en reprenant mon introduction, ma première partie, digitalisation et transformation de ces métiers, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui et on est confronté à ces enjeux dès à présent. Monsieur Herry, merci. Restez au micro.
On est encore avec vous pendant quelques minutes. Il y a notamment des questions qui vont arriver de Lorient et du Havre, et également de Marseille. Si vous avez des questions à poser, on pourra vous écouter dans quelques instants. Juste le temps que les questions se préparent. J'avais une question à vous poser en lien avec ce colloque, difficulté de recrutement dans la filière maritime. Que faisons-nous maintenant? Vous avez dit que vous avez quelques soucis pour recruter, mais vous avez trouvé forcément des solutions très pragmatiques parce que vous avez besoin de recruter. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Alors aujourd'hui, on se base d'abord sur des solutions de type interne, parce que ça va vite et parce qu'il faut qu'on y réponde rapidement. Donc on a en particulier un défi qu'on a à relever qui est le développement de l'académie corporate du groupe CMA-CGM, de façon à pouvoir offrir des formations maison, notamment en matière de digitalisation, en matière d'IT au sens large, et des métiers associés comme j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir en interne des formateurs qui viennent appuyer ces formations en termes de digitalisation, de numérisation. Quand on veut aujourd'hui développer une marketplace, c'est-à-dire une place de marché, pour faire court, une place de marché sur Internet qui permette de nous mettre en relation avec nos clients et de leur apporter des services supplémentaires au simple service port de transport maritime, eh bien j'ai besoin de former des formateurs qui viendront former mes collaborateurs au développement de cette marketplace, que ce soit, pardonnez-moi les anglicismes éventuels, des data crunchers ou des data analystes que je ne trouve pas aujourd'hui dans la région, que j'ai des difficultés à trouver sur l'ensemble de la métropole. Eh bien, je vais recruter des formateurs qui viendront former ces collaborateurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, à ce type de métier. D'accord. Vous recrutez combien de personnes par an? Alors si je prends l'ensemble du groupe, donc des 34 000 collaborateurs du groupe, je recrute environ 11% par mouvement et par recrutement pur chaque année. Donc ça fait plus de 3000 personnes recrutées par an dans votre groupe. Tout à fait. Dans les 165 pays dans lesquels vous Dans les 165 pays, absolument. Donc certainement aussi au Havre et à Lorient, qui ont sans doute des questions à vous poser. C'est le but de cet exercice aujourd'hui de colloque, de permettre à ces trois grands ports que sont Marseille, Le Havre et Lorient de s'exprimer. Alors techniquement, on va donner la parole normalement à Lorient, qui doit se préparer à vous poser une première question. On va voir normalement nos amis de Lorient qui doivent se préparer pour poser la question. Vous m'entendez, Lorient? Ouais, Dominique Sendo, donc je suis directeur du projet Naval Campus pour servir les responsables des industries navales dans les bons emplois. Ma question était en complément de la question qui a été posée, de la réponse qu'a donnée M. Aéry. C'était quels exemples vous pourriez donner de l'attractivité des métiers ou de ce qui se fait dans votre domaine, dans les pays étrangers, puisque vous êtes une entreprise internationale. Est-ce qu'en dehors de la France, il y a des choses qui se font qui pourraient être éventuellement utilisées pour nos travaux de cet après-midi? C'est vraiment une question générale, parce que l'étranger, pour moi, c'est vraiment 165 pays qui sont tous différents. Je pense que la capacité à travailler en réseau et en projet, pardonnez-moi, je l'ai déjà dit en partie, qu'on peut retrouver dans nos centres de services partagés, pour prendre un exemple que nous avons pour le groupe CMA-CGM en Inde. Donc cette capacité de travailler en mode projet de façon agile et en réseau, on a beaucoup de choses à apprendre, nous en interne, et c'est ce qu'on fait, de la manière dont nos centres de services partagés indiens fonctionnent. Pour donner un exemple. Donc on va aller chercher, et c'est l'objet d'ailleurs de nos échanges, on a divers programmes d'échange, aussi bien de collaborateurs entre le réseau international et le siège de Marseille, que d'échanges de formation entre les différents pays et le siège qui est à Marseille. On va prendre ces différentes manières de travailler, best practices, pour essayer de les intégrer à la manière dont justement nous travaillons à Marseille, et vice-versa. Jean-François Le Tallec, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'expérience qu'on pourra aller chercher à l'étranger pour s'enrichir ici en France dans vos métiers? Non, pas grand-chose à ajouter, c'est vraiment Paul qui est le spécialiste. En revanche, de manière plus générale, pour revenir à mon sujet de l'économie maritime, il est intéressant de regarder ce que font d'autres pays qui se mettent en ordre de bataille pour développer cette économie maritime de façon extrêmement volontariste.
et nous sommes en train de le faire en France, mais il est temps, et ça c'est un exemple qu'il faut regarder, d'autant plus qu'il ne faudrait pas que le savoir-faire de nos entreprises soit capté par d'autres. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que l'objectif du développement de notre économie maritime, c'est que l'emploi des jeunes Français en bénéficie. Alors, on va tenter l'exercice de donner la parole maintenant au Havre. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question aux intervenants? Il semblerait que la présentation a été très claire et complète. Donc la liaison est bonne du Havre, mais pas de questions pour le moment. Alors, on va revenir à Marseille, si vous le permettez. Je vais demander aux personnes qui sont avec nous si vous avez des questions à poser à nos invités, à la fois sur les partages de bonnes pratiques, sur la formation, au sein du groupe CMA-CGM. Qui souhaite intervenir? Oui. Moi, je voulais vous poser la question si finalement, pour moi, vous êtes une entreprise multiculturelle. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose et est-ce que aujourd'hui vous capitalisez sur ça pour communiquer? Puisque ça, je pense que c'est un facteur d'attractivité pour les jeunes. Même si parfois ils veulent être très sédentaires dans un court périmètre, dans un court rayon. Inversement, l'étranger fait toujours un peu rêver. Et puis, il y a une deuxième problématique que nous on rencontre, et je pense que vous la rencontrez forcément. Gérer les personnels et les ressources humaines à distance, c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de codes, il y a plein de choses qui passent pas, qu'on ne voit pas. Et du coup, voilà, comment vous le gérez aussi ça et comment vous répondez à ça? Parce que je pense que pour garder les gens, il faut aussi, voilà, savoir, voilà. Merci. Sur la première partie de votre question et l'attractivité du fait de l'international, très clairement oui. On l'utilise comme dans la marque employeur et comme image, bien entendu, parce que c'est un des éléments d'attractivité très clairement pour les jeunes Français, les jeunes diplômés sortant d'école. Néanmoins, je suis le plus souvent, et mes chargés de recrutement sont le plus souvent confrontés à ces jeunes qui sortent d'un Master 2, par exemple, de transport maritime et de logistique, pour prendre un exemple, d'une école de commerce, et qui vont être tout à fait volontaires pour un VIE, les volontariats internationaux en entreprise, à Québec, Montréal, Hong Kong ou Singapour. Mais lorsque je commence à leur parler de mes véritables besoins, parce qu'à Québec, Montréal, Hong Kong ou Singapour, je vais trouver des ressources singapouriennes, hongkongaises, etc., suffisamment adéquates le plus souvent, et lorsque je commence à leur parler de Luanda, de Djibouti ou d'Ho Chi Minh Ville, je vois en général dans leurs yeux que ça commence à se troubler quelque peu sur leur réel volontariat à l'international. Donc, je les invite à chaque fois à bien réfléchir sur ce qu'ils veulent faire de leur carrière. C'est pour vous donner un exemple. Et derrière, et aussi aux formateurs qui ont en charge ces formations destinées à l'international, à bien leur ouvrir les yeux sur ce que peut être, dans le cadre d'un groupe comme le nôtre, réellement l'international, là où on a des besoins. Et pourtant, quand on est dans les métiers du maritime au sens large, et quand on est bien entendu chez un armateur mondial comme nous sommes, on devrait avoir effectivement cette appétence pour le grand large, si je puis dire, mais plutôt vers les côtes lointaines que vers les gratte-ciel des capitales. Sur le multiculturel, la deuxième partie de votre question, oui, on est un groupe avec plus d'une centaine de nationalités présentes dans 165 pays. Rien qu'à Marseille, dans notre siège social, sur un peu plus de 2700 collaborateurs, il y a 62, très exactement, on faisait le compte cette semaine, 62 nationalités différentes représentées. Sur ce multiculturel, on a mis en place des formations en interne, mais également en faisant appel à des organismes de formation externes, des formations spécifiques dans les relations interculturelles. Parce que, comme vous l'avez souligné, et c'est vraiment une évidence que de le dire, on ne s'adresse pas à un client chinois, indien ou marseillais de la même manière à chaque fois, y compris pour nos cadres, même les plus exécutifs, qui, lorsqu'ils renouvellent
ils renouvellent une expatriation ou vont pour la première fois en expatriation. C'est arrivé le cas récemment pour l'une de nos très grosses filiales en Australie. On va former de façon tailor-made le cadre à prendre des responsabilités, y compris, je vous cite l'exemple de l'Australie, qui pourrait paraître comme ça assez proche dans les mentalités, civilisations, cultures que la nôtre. Et bien on va le former à au particularisme de la relation client, de la relation partenariale, de la relation avec les institutions et les autorités, puisqu'il aura ce rôle en Australie. Lorient, Le Havre, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos invités? Vous avez parlé de recruter des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on est ici dans l'emploi maritime, il serait intéressant que vous précisiez la plage la tranche d'âge de recrutement. J'ai recruté pour donner un chiffre, j'ai recruté pour le siège de Marseille uniquement et depuis le 1er janvier de cette année uniquement 67, on est à mi-mars, 67 collaborateurs. Sur ces 67 collaborateurs, le plus jeune, j'ai pas en tête, mais c'est un jeune sortant d'école et de Master 2 ou même de Master 1, donc il doit être à 24 ans, peu ou prou. Et quant à la limite supérieure d'âge, franchement, je n'en ai pas. Je vous réponds très franchement, sans vouloir citer mon propre âge ou celui du préfet avec, ce que je ne me permettrai pas de faire ici. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est selon les compétences recherchées. C'est selon les compétences recherchées, selon l'expérience recherchée. Il y a vraiment. Je recherche aussi bien des collaborateurs expérimentés. Ayant une longue carrière et avec tout un tas d'expériences que de jeunes diplômés sortant d'école. Vraiment. Il y a plus d'une centaine de personnes avec nous à Marseille. Je ne sais pas combien il y a d'autres personnes à Lorient et au Havre. Quels conseils, notamment, on voit qu'il y a pas mal de jeunes aussi, quels conseils vous leur donnez s'ils espèrent pouvoir intégrer votre groupe? Pensez en dehors de la boîte. Je trouve qu'on a, alors c'est peut-être un avis qui est pas celui du DRH de CMA-CGM, mais qui est assez personnel. Je pense qu'on a trop tendance à regarder uniquement à l'aune de ce que je sais faire et que donc ce que je vais pouvoir faire. Notre quotidien avec nos chargés de recrutement ou bien avec les personnes en charge des relations écoles par exemple, j'étais récemment à Centrale Marseille ou la semaine dernière à HSC à Jouy-en-Josas, et je dis aux candidats qui vont sortir d'école, c'est pas parce que vous avez fait une spécialisation en finance qu'il faut absolument que je vous case ou que vous vous casiez au département finance comptabilité du groupe CMA-CGM et au siège. Aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille en groupe, en réseau, en mode projet. Et on a besoin de toutes les qualités, expériences et formations de ces collaborateurs dans des projets qui sont fondamentalement transverses. Et donc je leur dis, pensez autre, pas seulement avec votre marquant diplômant qui est une façon très française d'ailleurs de voir les choses en général, mais réfléchissez aussi à ce que vous avez vraiment envie de faire autrement dans un autre domaine. Et peut-être que finalement, votre marquant très français de départ, du diplôme ou de l'expérience et des années accumulées, va se transformer et vous allez vous réaliser dans quelque chose d'autre. Donc, regardez large. En conclusion, parce qu'on dit qu'il va falloir s'arrêter, parce qu'on est toujours en triplex, moi, je vais rebondir sur ce que il y a quelques minutes. Il faut prendre conscience qu'on a le deuxième espace maritime mondial, qu'il y a des vraies opportunités, mais on voit déjà que dans ce qu'on occupe actuellement comme espace, notamment avec votre groupe CMA-CGM, c'est pas facile de recruter, pas facile de trouver des compétences. Comment on va réussir à prendre conscience et à s'approprier cet espace maritime? Votre question est relative uniquement à la mobilisation des jeunes, ou elle est plus générale sur les personnes qui sont présentes, qui sont intéressées à participer à cette appropriation, mais aussi aux jeunes. Sur un plan plus général, il est absolument indispensable que nous ayons en matière d'économie maritime, et encore une fois, il ne s'agit pas d'une économie qui se fait n'importe comment, il faut bien entendu avoir la préoccupation d'un développement durable. Il est indispensable que nous ayons une politique volontariste. Ça ne se fera pas tout seul, cet accès, ce développement de l'économie maritime. Mais on a la chance d'avoir tous les atouts
et on a la chance de ne pas avoir à subir de crise en ce domaine. On a tout ce qu'il faut pour la développer. Pour ce qui concerne les jeunes, je le disais tout à l'heure, on est véritablement devant des métiers nouveaux. Paul l'a dit très clairement, dans d'autres domaines, dans d'autres compartiments que le transport maritime, ce sont des métiers nouveaux, des métiers qui s'inventent. Ce sont par ailleurs des métiers de grand large. Ce sont des métiers qui mettent en jeu toutes les qualités qui peuvent exister au sein d'une personne humaine. Donc je crois vraiment que pour les jeunes qui veulent prendre en main leur propre vie, leur propre destin, se tourner vers les métiers maritimes, c'est l'une des meilleures solutions. Merci beaucoup pour votre intervention, merci beaucoup pour votre présence avec nous, d'avoir participé à cet exercice. Paul Héry et Monsieur le Préfet Jean-François Talec de Lorient, Le Havre. On se retrouve à 18h pour un prochain triplex. On se retrouve à 18h. Ouais, salut Marseille, c'est Lorient. Et c'est Le Havre qui va commencer. Oui, donc Le Havre, on est prêt. Hein. Voilà Le Havre. Eh ben, allez-y. Allez-y. Donc vous avez 10 minutes, Le Havre, pour nous faire part de vos... Avec Le Havre, si vous voulez bien. Propositions. Bonjour à tous. Donc notre groupe a travaillé sur une proposition « Choisissez la mer, », des métiers, une passion. Nous nous sommes arrêtés à une problématique, comment attirer, comment accéder au maritime pour un public de 16 ans et plus. Donc, faire rêver, donner envie pour nos métiers maritimes, travailler sur l'attractivité, la visibilité, présenter les atouts, mettre en avant les valeurs humaines de ces métiers et notamment le collectif, l'équipage. Pour mettre en œuvre tout cela, renouveler cette opération de semaine de l'emploi maritime en 2019 et ensuite en faire un vrai rendez-vous annuel pour lequel il faudra mettre en place un plan d'action en capitalisant sur ce qui a déjà été réalisé et notamment en élargissant le cercle des intervenants de cette année à des acteurs publics au niveau national à travers leurs services déconcentrés, la DIRECT, la DIRM, le SGAR, la préfecture, le rectorat, concernant différents ministères, au niveau régional, le conseil régional, l'agence de développement économique de Normandie, les structures d'information et d'orientation, divers CIO, Cité des métiers, les prescripteurs, Pôle emploi, les missions locales, les établissements d'enseignement maritime, ENSM, lycée, les entreprises qui voudront nous ouvrir leurs portes à travers leur regroupement, l'UMEP, le GAM, le GICAN, Naval Group, les clusters, l'Association maritime normande, la Marine nationale, qui n'est pas une entreprise, je le rappelle. J'aurais dû mieux classer mes acteurs. Donc les réseaux également, bien sûr, puisque nous vivons dans une ère numérique, qu'ils soient à distance ou tout près, familiaux, les réseaux pro, les réseaux sociaux. Donc divers acteurs à mettre autour de la table. Ce qui veut dire à un certain nombre d'acteurs, ça peut représenter un obstacle à coordonner tout cela. Donc voir comment coordonner le nombre des acteurs à réunir autour de la table. Deuxième obstacle, identifier le besoin en emploi et sa remontée. Envisager les contraintes des métiers. Mais qui dit frein dit forcément bénéfice. Donc faire connaître nos filières, les emplois. Et pour 2019, donc, un gros bénéfice attendu, faire participer plus d'acteurs, plus de public, avoir plus de visibilité, mettre en place du gagnant-gagnant public-privé. Voilà, le tableau est à peu près complet. Je reviens à notre proposition et sa baseline. Choisissez la mer, point d'exclamation, des métiers, une passion. Merci.
Bonjour à tous. Donc on est à peu près partis sur la même idée. Nous, le nom de notre proposition, c'était la mer, votre horizon professionnel. L'idée étant de faire connaître les métiers du secteur, puisqu'il y a une méconnaissance des métiers. Pour qui s'adresse cette action? Pour tous les publics actifs et également les jeunes à partir du collège où là il faut communiquer puisqu'il y a vraiment un réel besoin. Donc la description de cette idée, c'est de faire rêver et de rendre attractifs les métiers maritimes. Donc faire découvrir tous les métiers du secteur, rendre visibles et lisibles les différents métiers et créer une identité métier passion. Donc, en quoi consiste l'idée? Ça serait de créer une fête, une semaine de la mer, fête de la mer. La thématique sera certainement retravaillée et de créer un message positif. Donc, en présentant des métiers avec des mots que les jeunes utilisent et que les mots actuels, notamment le digital, le développement durable, le voyage, l'innovation, et également créer une sorte de spot, bande-annonce, qui permettrait, avec un système de vagues, de présenter tous les secteurs, tous les secteurs et les métiers différents du maritime, pour donner justement envie, en utilisant des supports tels qu'Internet, la télé, des affiches, vraiment pour communiquer un maximum. Les bénéfices attendus, ça serait de donner une image à l'international et créer un rassemblement par cette semaine de la mer. Et des acteurs clés pour la mise en œuvre, ça serait des acteurs territoriaux, notamment la région, on aurait également l'Union maritime et portuaire, et puis reprendre par exemple le Transat Jacques Vabre et puis des têtes d'affiche également qui pourraient porter le message et communiquer un maximum, notamment Armel Lecléache par exemple, Édouard Philippe ou d'autres, j'en oublie certainement. La mise en œuvre, ça serait de créer donc une semaine dédiée à la mer et au métier de la mer. Ça serait un temps fort et l'idée c'est que cette semaine-là ne serait pas que dans une seule ville, mais dans différentes villes qu'on appelle, l'idée ça serait des territoires bleus. Donc à partir du moment où il y a de l'eau, on crée justement cette semaine et ce temps fort. L'obstacle qu'on pourrait rencontrer, ça serait déjà le cadre réglementaire peut-être à voir. Également la mobilité des jeunes, faut leur donner envie de venir pour qu'ils découvrent tout ça. Et puis également la langue, l'anglais qui reste un problème pour que les entreprises puissent recruter et trouver les bons profils. Donc la mer, votre horizon professionnel, voilà. Merci. Ici Marseille. Alors ici à Marseille, on a travaillé dans la bonne humeur, mais on a travaillé. Attention, et j'appelle Loïc Serra du Lab Pro de Pôle Emploi. Vous allez voir, il a l'air extrêmement sérieux avec son casque et il va nous délivrer les résultats. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes un petit peu décalés. On est parti dans le bâtiment, dans la construction, pour revenir sur le bateau, sur le maritime. Et c'est pour ça que vous avez les productions de tous les groupes que je remercie encore une fois, qui ont bien travaillé pendant ces quelques 2 heures. On va regarder un petit film qui a été fait pendant la session et qui a été monté par un de nos facilitateurs, une sorte d'extraterrestre. Et puis après, un représentant de chaque groupe de la régate, les 3 premiers de la régate, viendront présenter en 1 minute leur production et leurs idées pour améliorer le recrutement dans le secteur maritime. C'est OK pour le...
J'appelle les 3 vainqueurs de la régate. Si vous voulez nous rejoindre. Un grand bravo et je vous laisse présenter vos productions. Alors, nous on a le bateau gris qui a gagné évidemment. C'est Thomas, le capitaine du bateau gris. Notre proposition était de faire en sorte que la plupart des gens connaissent les métiers maritimes, et on s'est aperçu, on est parti de cette hypothèse-là, que les gens ne connaissaient pas les métiers. Et donc pour les connaître, on propose un service maritime avec une première phase d'intégration, de sensibilisation, de validation, avec dans la phase d'intégration des épreuves en mer. On avait pensé notamment à faire nager les gens dans une eau à 12 degrés, voir ceux qui flottent et ceux qui coulent, et ceux qui allaient utiliser du matériel et notamment tout ce qui va être GPS, mais peut-être dans un sens un petit peu différent, on en reparlera tout à l'heure, et évidemment mettre l'accent sur l'observation du milieu naturel et l'innovation avec les bateaux volants, tout ce qui peut intéresser les jeunes générations. Cette première étape durerait 1 mois, suite à laquelle on aurait, pour ceux qui n'ont pas coulé dans la piscine, une étape d'immersion en entreprise dans l'ensemble des métiers du maritime, aussi bien métiers embarqués que métiers à terre, pour une durée de 5 mois. Et donc ça permettrait à l'ensemble des jeunes de pouvoir connaître la palette des métiers maritimes. Merci Thomas. C'est Didier qui nous rejoint maintenant en 1 minute. Bonjour les mers du Ponant, ici les mers du Sud, plus jolies, plus belles, plus bleues. Alors nous, notre groupe qui est arrivé victorieusement second à la régate des bonnes idées a un projet qui s'appelle The Job Cheap on the Road, traduit, ce qui veut dire les emplois maritimes sur la route. L'idée originale consiste à avoir un bateau-bus ou un bus-bateau, on ne sait pas trop, on fait quelque chose qui roule mais qui a la forme d'un bateau, à énergie hydrogène parce qu'on est écolo, et qui irait sur les routes de nos campagnes pour présenter les métiers de la filière maritime et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas forcément d'emploi dans les campagnes puissent penser naturellement à la filière maritime. À bord de cet autobus maritime, il y aura des simulateurs dans 3 environnements différents. Un premier environnement autour de l'amarinage et des marins embarqués, donc sur un simulateur qui enverra des crachins dans les yeux, elles sont polies, dans les yeux des demandeurs d'emploi, ça tanguera, ça bougera, et s'ils vomissent pas, ils auront le droit de poursuivre sur un autre simulateur, et ils pourront découvrir les métiers des industries nautiques, les stratifieurs, les ramandeurs, les celliers, et en un dernier environnement aussi en simulateur, les métiers des services sédentaires qui sont à terre et qui sont aussi importants pour la filière maritime. Tous ces simulateurs seront en lien avec des métiers qui sont en tension, et à l'issue de la simulation,
il y aura un bilan et les personnes pourront suivre une immersion réelle dans des entreprises en fonction des métiers pour lesquels ils auront le plus d'affinité. Ils recevront également, et c'est important, un facsimilé du futur passeport maritime qu'ils auront. Et enfin, et c'est le plus important, un verre de rhum et un tatou. Voilà, le plus important était pour la fin. Régis, qui vient également nous présenter son bateau. Bonjour Le Havre, bonjour Lorient, bonjour la France. Donc nous sommes le bateau rouge. Donc on a été tous des équipes très cohérentes et dans l'entente et la bonne humeur. Et on a réussi à trouver en une quinzaine de minutes une petite idée, un peu loufoque, pour essayer de faire connaître un petit peu ce métier. Donc on s'est dit qu'il y a beaucoup de plaisanciers qui n'utilisent pas leur bateau. Donc on avait pensé à faire une genre d'association de gens qui connaissent déjà la mer et de démarcher donc ces bateaux pour pouvoir permettre d'utiliser ces bateaux et faire connaître donc aux gens qui ne connaissent pas la mer, faire des mini-régates ou des mini-groupes, pouvoir sortir en mer et ensuite discuter comme on a fait aujourd'hui de chaque compétence que les personnes ont à bord pour leur démontrer que chaque compétence, on les retrouve aussi dans le secteur maritime. Et grâce à ça, donc après le but c'était vraiment de démarcher et de développer. Je vais laisser mon ami expliquer justement le développement de la recherche. Bonjour les Normands, les Bretons, bonjour la mer. Alors effectivement l'objectif c'est d'élargir les regards et on s'est dit il nous faut de la mixité, en embarquant des gens de 7 à 77 ans, des hommes, des femmes, des petits garçons, des petites filles. Pourquoi? Parce que ça a été dit par les Normands, oui, il faut éveiller très vite les représentativités. Et c'est vrai que le phare, c'est le phare de la mer qui porte les emplois de demain. CMA nous l'a dit. À partir de là, on s'est dit, on va créer aussi un ancrage entre un mode ludique, on va faire ça l'été, on va faire une semaine, ça retrouve un peu l'idée du projet Normand numéro 2, on va faire une semaine en mobilisant un certain nombre d'acteurs, des professionnels et des profanes, puisqu'on embarque en mixant justement les genres, et pas qu'au niveau des âges ou des sexes, mais également au niveau des compétences. Le but, c'est que les professionnels de la mer puissent donner à lire et vulgariser les possibilités d'emploi, les compétences qu'on attend dans le secteur, et qui sont vastes, on le sait. À partir de là, régate, plus derrière un banquet, on a imaginé jusqu'à CGMA qui arriverait avec des containers remplis de homards frais, ça pourrait être sympa. On pourrait imaginer quelque chose qui, sur une semaine, et sur tout le littoral français, pourrait, passez-moi l'expression, avoir des problèmes. Et surtout, on a compris que le sujet du recrutement, tout de suite et maintenant, qui pose problème, ça sera pire demain si on n'avait pas les consciences très tôt. Et on s'est dit qu'en croisant ça, le ludique et le professionnel, sujet très sérieux qu'est l'emploi, ô combien, avec un moment qui se passerait effectivement au bord des plages. Alors dans le sourcing, on a imaginé par exemple, on est un peu fou à Marseille, vous le savez, on exagère un peu, mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas, tout simplement, des hommes et des femmes sandwich qui auraient au recto, en se baladant sur les plages début juillet, avec un pullover peut-être en Normandie, ça, bon bref, c'est à adapter, mais vous êtes dans un secteur maritime, et puis juste derrière, dans le dos, et précisément ce secteur recrute. Voilà, c'est une idée parmi d'autres, elle est un peu loufoque, mais on s'est dit que ça, pendant une semaine sur tout le littoral, quelque part ça attirerait. Et généralement au mois de juillet, il y a du monde. Et puis on s'est dit qu'évidemment, on associerait les réseaux sociaux professionnels et tout un tas de communications qui pourraient se faire au niveau de la presse locale. L'idée aussi, on insiste là-dessus, puis j'ai presque fini, c'est d'associer au niveau du sourcing comme du financement l'ensemble des acteurs du public et du privé, parce qu'on est tous concernés par ces enjeux. Voilà, merci. Merci Frédéric, c'était le dernier intervenant pour Marseille et nous rendons la parole à Lorient pour la conclusion. Allô Lorient? Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien maintenant, oui. Ah, formidable. Eh bien, bonjour au Havre et à Marseille. Merci pour vos restitutions. Des choses vont être tout à fait similaires ou proches pour ce qui concerne la Bretagne. Donc, en Bretagne, il y a eu un travail important parce que nous avons embarqué sur une journée de travail à fort enjeu. En effet, dès le départ, il y a eu une injonction. C'était celle de Fabrice Gaillan, organisateur pour l'AFPA, qui nous a dit « Soyez disruptifs ».
Ça commençait bien, donc il fallait être créatif. Et heureusement, nous avions les accompagnateurs, les différents facilitateurs qui avaient pour cela des outils et des méthodes. Une injonction et puis une problématique, celle du manque de main-d'œuvre dans les emplois du maritime et la nécessité aujourd'hui, en une journée d'énergie rassemblée, de trouver des solutions. Également un challenge géographique, les 3 ports, mais ici, plus encore, une vision d'archipel. Chaque groupe était réparti sur une île bretonne, et nous savons que les archipels n'ont pas d'unité de lieu. C'était une problématique supplémentaire à dépasser pour réussir à trouver des résultats cohérents. Mais au-delà de tout ça, une motivation, celle d'être compétent, car compétence, c'est le mot de la journée, c'est le nom même de cet événement. Compétence, cela vient du latin competentia, et cela signifie le juste rapport. Donc être juste, trouver des solutions qui correspondent aux problèmes que l'on pose. Le tout dans un lieu qui est marqué par une haute figure maritime. Nous sommes ici dans le lycée du Puy de l'Homme, qui porte le nom d'un ingénieur naval qui a vraiment apporté sa contribution au XIXe siècle et par le rayonnement de son action bien au-delà à l'industrie navale, qu'elle soit civile ou militaire. C'est également un homme politique breton d'importance, député puis sénateur, ce qui montre qu'ici en Bretagne, tous les acteurs à la fois de la société civile, des collectivités, des services de l'État sont capables de se mettre autour d'une même table pour trouver des solutions, et notamment sur les problématiques maritimes qui les concernent. Donc, 7 groupes de travail qui ont évoqué différentes solutions, à chaque fois en reprenant la même problématique. Il y a des mots-clés, des mots qui sont ressortis, qui sont très forts. Le terme filière est ressorti beaucoup. Le terme communication est celui que j'ai noté le plus souvent dans les restitutions qui ont été faites. Le terme positif versus négatif qui a été également beaucoup évoqué, ce qui montre que l'on a des visions qui sont parfois très fortes de ce secteur. Également, la notion de formation, cela n'a échappé à personne, sur l'évolution des métiers, eh bien, il y a la nécessité de passer par la formation. Terme extrêmement repris. L'information a également été très très souvent citée, ainsi que l'image du secteur, ce qui revient à ce qui était à rapprocher du négatif et du positif. La réactivité a été souvent citée par les 7 groupes lors de leur restitution, et puis la notion de grand public. C'est très intéressant, cela fait le lien avec le compétence mère de l'édition précédente en 2017, où il avait été question de ne pas se parler à soi-même, mais d'ouvrir les débats vers le grand public. La Bretagne reste cohérente en reprenant ce thème qui est fort. Pour répondre à ces différentes problématiques, à ces différents enjeux, des solutions diverses et variées trouvées par nos différents groupes. Notamment le fait d'améliorer la connaissance et l'appétence pour les métiers de la mer. Et nous revenons à l'information, à la communication, avec des actions qui ont été citées également au Havre et à Marseille, des actions tournées vers le grand public, de sensibilisation, et puis des actions plus concrètes avec des applications, le fait de mettre en commun de l'information sur des sites web par exemple, ou d'organiser des actions majeures comme un salon ou comme un mois, une période entière qui serait consacrée au métier du maritime. Cette période entière, le mois des citoyens et citoyennes, avec un petit jeu de mots en écrivant SEA, S-E-A, qui aurait pu être aussi S-E-E, pour dire qu'il faut regarder du côté de la mer, le mois des citoyens et des citoyennes, donc des acteurs de la mer, qui s'adressent et qui se tournent vers l'ensemble du public, à la fois des personnes déjà dans la profession et des personnes qui seraient susceptibles d'y entrer. En Bretagne, comme dans les autres territoires, a été très fortement évoqué le fait qu'il n'y aurait pas de barrière d'âge. Les actions qui doivent être menées s'adressent des plus jeunes, on aurait envie de dire de 7 à 77 ans. Et il y a un groupe qui a baptisé son action de l'eau salée dans le biberon. C'était provocateur, mais en réalité, cela montre bien que les opérations, les informations, les sensibilisations qui peuvent être faites au métier du maritime commencent dès l'éducation, et en cela, plus qu'un métier ou une professionnalisation, c'est une culture, c'est une identité que l'on essaie de diffuser pour amener progressivement les personnes vers le monde maritime, à la fois sous forme d'activité, mais également de profession. L'ensemble des groupes était tourné vers l'avenir, en donnant la part belle aux actions tournées vers la jeunesse, en consacrant aussi beaucoup d'exemples à l'importance des réseaux sociaux, de la communication, de l'information, en s'appuyant sur les moyens existants, et non plus modernes, mais les moyens de notre quotidien, et cela de façon transgénérationnelle. Les passerelles étaient un mot-clé fortement évoqué pour dire que le maritime, ce n'est pas un enfermement. Le maritime, c'est une large possibilité, c'est un horizon ouvert sur un ensemble de métiers,
en tant que navigants, à terre, mais aussi des métiers qui ouvrent vers d'autres domaines d'activité à l'intérieur du maritime ou à l'extérieur. Donc le maritime, c'est en fait un hub, c'est en fait un pôle, c'est un tremplin à partir duquel on peut chercher un épanouissement personnel. Et c'est un peu le mot de la fin qui revient à la fois à M. Talek, qui nous a parlé de révolution, à tous ceux qui ont évoqué le fait de pouvoir, à travers son métier, concilier vie professionnelle et vie personnelle, et cela peut sembler une gageure lorsque l'on est embarqué, mais ce n'est pas une impossibilité. Le mot de la fin revient donc à AGFOS PMU, également co-organisateur avec Pôle emploi, l'AFPA, les collectivités de cet événement, par Georges-Éric Leroux, qui nous disait, directeur ici d'AGFOS PME Bretagne, qui nous disait le maritime comme vecteur d'épanouissement individuel et collectif. Merci à vous. Merci Lorient, merci Le Havre, Marseille. Nous retrouvons, comme on dit à l'Eurovision, nous retrouvons l'antenne et notre public pour terminer ce colloque. On a encore une bonne trentaine de minutes ensemble. Avant de rendre le triplex, je passe la parole à Alain Pomès. Oui, merci à nos amis du Havre, de Marseille et de Lorient. On a vu aujourd'hui que effectivement la bonne idée c'était de vous faire travailler un colloque, puisque Leslie a employé le latin, ça veut dire parler ensemble. Et un colloque, c'est pas venir écouter des gens qui parlent dans une table ronde et rester passif dans le public. Donc aujourd'hui, notre formule, celle que nous avions souhaitée, c'était celle-là. Vous mettre autour de la table, vous faire travailler. Et vous nous avez proposé des actions. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, puisque c'était le titre de la journée, qu'allons-nous faire maintenant? Et maintenant, nous allons continuer à travailler, en tout cas au moins ici en Bretagne, parce que en Bretagne, mais je sais que c'est pareil à Marseille et au Havre, nous n'aspirons pas au repos. Donc nous allons travailler et nous allons continuer de la manière suivante. Nous allons continuer à préparer Compétences Mer 2019. Nous avons décidé en Bretagne de faire tourner les lieux, de faire tourner les pilotes. L'an prochain, Compétences Mer 2019 aura lieu en Bretagne à Quimper, dans les locaux du conseil départemental qui les mettra à notre disposition. Et je prends la suite de Fabrice pour piloter la préparation de Compétences Mer 2019. Compétences Mer 2019, ça commence demain matin. Et on se met au boulot dès demain matin pour préparer Compétences Mer 2019 en faisant quoi? Bien d'abord, en nous mettant en action pour réaliser et pour mettre en œuvre toutes les idées dont vous nous avez parlé depuis ce matin. Alors certaines demandent très peu de moyens, d'autres demandent des financements, mais l'un d'entre nous a dit tout à l'heure, lorsque le projet est bon, les financements, on les trouve. Eh bien effectivement, les projets sont bons, les financements, nous allons les trouver. Il y a des opérations qui sont simples et faciles à faire. Nous allons mettre en œuvre les actions que vous avez proposées. Ça veut dire que dans un an, quand on va se retrouver, la première des choses qu'on va faire, qui est très simple, ce qu'on fait rarement dans ce type d'activité, on va faire le bilan. On va faire le bilan de ces actions, on va essayer de voir ce qui a été mis en place, ce que nous pouvons en tirer et ce que concrètement ça a apporté. L'objectif, ça ne va pas être de parler une fois de plus, ça va être de continuer des actions engagées. Donc on attend de nos amis de Marseille, du Havre, mais des autres ports français, et qu'on parlait de toute la France, sachez qu'il y a des ports à Saint-Étienne, à Lyon, à Paris et ailleurs, et qu'il faut les associer. Donc on va mettre en place des actions, on va les évaluer, on va en faire le bilan, et déjà si l'an prochain on se retrouve déjà pour faire ça, c'est pas mal. Mais d'ici là, nous aurons d'autres modalités d'action à vous proposer, d'autres acteurs à associer, à élargir, et je vous souhaite un bon travail et je vous attends pour travailler tous ensemble dès demain pour Compétences Mer 2019. Merci à vous. Une récente étude de l'OCDE montre que l'économie maritime mondiale aura doublé d'ici 2030. La maritimisation du monde est en route. Lors des assises de l'économie de la mer au Havre en novembre dernier, le Premier ministre a lancé la politique maritime du gouvernement. Dans ce contexte, et en tant que coprésident du comité France Maritime, quelle est votre vision de l'emploi maritime et quels sont vos objectifs dans ce domaine? D'abord, je voudrais remercier Pôle emploi qui, dans le cadre de cette semaine de l'emploi maritime, a décidé d'organiser ce colloque Compétences Mer. C'est une excellente initiative et avec le président du cluster maritime qui est à mes côtés, bien sûr, nous en félicitons. Vous avez raison de rappeler qu'il y a eu un moment important, c'est le CIMER, le comité interministériel de la mer de novembre dernier. Et c'est au cours de ce CIMER, et puis dans le discours prononcé par le Premier ministre qui a suivi une semaine après aux assises de l'économie de la mer, c'est dans ce contexte que le Premier ministre a tenu à fixer les grandes règles de fond et de méthode de déclinaison de la politique maritime du gouvernement dans les 5 ans à venir. Il y a des règles de méthode. Par exemple,
la volonté d'associer étroitement le public et le privé dans la déclinaison de cette politique maritime. Et c'est le sens et l'objectif de ce comité France Maritime, co-présidé par le président du cluster maritime et le secrétaire général de la mer, avec la volonté de structurer progressivement, de façon concertée, les filières de l'économie maritime et au-delà de construire, de bâtir une filière maritime. Donc association étroite du public et du privé, ça c'est la méthode, une des règles de méthode. Mais aussi sur le fond, dans tous les objectifs de fond qui ont été déclinés, rappelés par le Premier ministre dans le cadre du CIMER, l'attractivité du maritime, la nécessité d'adapter notre appareil de formation a été définie comme un objectif prioritaire des 5 ans à venir. Et en effet, l'objectif de ce comité France Maritime que j'évoquais, c'est bien d'avoir doublé nos emplois maritimes d'ici l'année 2030. Je crois que pour doubler, il faut d'abord revenir un peu sur les chiffres. Alors les chiffres de l'emploi maritime, aujourd'hui le cluster maritime pour l'année 2017 a recensé 301 000 emplois environ. Bon, si on y ajoute quelques emplois induits, on voit qu'on est sur l'ordre de 500 000 emplois en prenant aussi le tourisme. Donc 500 000 emplois, ça veut dire que d'ici 2030, doubler, ça veut dire passer à 1 million d'emplois, et on voit immédiatement les perspectives que ça peut ouvrir. Dans le cadre du comité France Maritime, que rappelait tout à l'heure le secrétaire général de la mer, nous avons immédiatement, bien sûr, dès les premières semaines de travail, identifié l'importance et le potentiel de l'emploi maritime, donc de la formation et donc de l'attractivité des métiers. Et c'est vraiment aujourd'hui une concrétisation, cette semaine de l'emploi maritime. Ça a été rappelé, organisé par Pôle emploi et par tous ses partenaires, l'AFPA, l'ENSM, le cluster maritime, les pôles mer, enfin j'en oublie énormément et qu'ils m'en excusent. Et donc par tous ces partenaires, cette semaine et ce colloque compétences mer, d'où un livre blanc sortira, un livre blanc qui donnera des pistes d'action, des pistes de réflexion sur comment arriver à ce doublement d'emploi maritime, comment monter les structures de formation nécessaires, comment monter les parcours et comment attirer, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle, et c'est très important dans ce milieu maritime, la formation professionnelle, comment faire que la formation professionnelle puisse répondre à ces métiers du maritime. Le colloque qui vient de s'achever a montré clairement que les difficultés de recrutement dans la filière maritime sont grandes. Les causes de ces difficultés sont nombreuses, mais on peut souligner une trop faible attractivité de la filière, avec une image souvent méconnue ou dégradée. Comment contribuer à une meilleure connaissance du potentiel d'emploi de la filière maritime? Alors, je crois d'abord qu'il faut souligner qu'on est déjà sur des métiers en tension. On peut citer bien sûr la construction navale, où les difficultés de recrutement sont là, la filière nautique aussi, où les difficultés de recrutement, et puis la filière pêche, je cite ces trois-là, mais d'autres encore. Et ce sont des difficultés de recrutement maintenant, mais à prévoir aussi, puisque les pyramides d'âge, le renouvellement, font qu'il y aura de plus en plus de recrutement. Et donc, il est important que ces métiers en tension puissent avoir le vivier de recrutement nécessaire, donc la mise en équation de l'offre et de la demande, en quelque sorte. Et là encore, le colloque d'aujourd'hui, la semaine de l'emploi, mais Pôle emploi beaucoup plus généralement, qui a pris cette décision il y a bien maintenant 3 ans, d'abord en Bretagne, puis maintenant étendue à toute la France métropolitaine, et nous l'espérons l'année prochaine étendue aux départements ultramarins, puisse vraiment s'approprier cette question de l'emploi maritime, mais dans sa grande diversité, et faire ce qu'il faut pour que l'offre et la demande se rencontrent. Et un des grands volets de cette rencontre, un des grands éléments de cette rencontre, un de ces grands déclencheurs, c'est l'attractivité des métiers de la mer. Et c'est un travail important que nous avons lancé au sein du comité France Maritime. Et d'ailleurs, je passe la parole au secrétaire général de la mer pour développer un peu ces outils d'attractivité. Au fond, vous savez, nous sommes confrontés à 2 défis sur ce champ-là. Il y a l'attractivité des métiers de la mer. Les métiers sont l'attractivité insuffisante, j'allais dire. Ces métiers sont mal connus par les jeunes, souvent, et puis ils ne sont pas suffisamment au courant du contenu même de ces métiers et puis de cette belle aventure qu'est le maritime. Et puis, à côté de cela, il y a aussi ce phénomène, ou cette constatation irritante, il faut le dire, d'adéquation insuffisante entre la demande, le demandeur d'emploi, sa formation, et puis ce qu'offre l'employeur. Trop souvent, nous avons de grands employeurs des secteurs maritimes qui viennent voir par exemple Pôle emploi en disant « j'ai besoin de telle ou telle qualification, je ne la trouve pas sur le marché de l'éducation ou de la formation », ce qui évidemment
particulièrement irritant, j'allais même dire scandaleux, compte tenu de la situation que nous connaissons en matière de demande d'emploi dans notre pays. Donc au fond, je crois qu'il y a 3 grandes perspectives. La première perspective, c'est vraiment de développer la connaissance auprès des jeunes de ce qu'est la mer, de ce que sont les métiers de la mer. Et ça, c'est le travail des professionnels, mais c'est aussi le travail de l'État. Au fond, c'est un travail qui doit commencer dès l'école primaire, et ensuite le secondaire, et ensuite l'université, et ensuite les filières de formation professionnelle. Au fond, il faut donner aux jeunes, par ce goût de l'aventure, par cette connaissance de la mer, donner aux jeunes l'envie de prendre le large, pour reprendre l'expression du Premier ministre dans le discours qu'il a prononcé il y a quelques semaines au Havre. Ça, c'est la première perspective. La deuxième, c'est d'adapter, de continuer l'effort d'adaptation de notre système éducatif et ensuite de notre système de formation professionnelle aux grands défis de demain. Dans le cadre du Comité international de la mer qui s'est tenu en novembre dernier, il y a eu plusieurs mesures qui ont été annoncées en ce sens. Par exemple, créer ce qu'on a appelé une académie du maritime, permettre de mieux faire travailler en réseau, de mieux interconnecter en termes de programmes de recherche, de programmes de formation, nos universités, nos centres de recherche, nos instituts, nos écoles d'ingénieurs, pour qu'elles travaillent en réseau, qu'elles travaillent mieux ensemble, et qu'ainsi on s'adapte mieux aux grands défis de demain, à l'évolution des métiers, qu'on connaît d'ailleurs insuffisamment, qu'on connaît encore mal aujourd'hui. Et puis la troisième perspective, c'est très concret, c'est très précis, c'est d'aider le demandeur d'emploi et l'employeur potentiel à se connaître, à se rencontrer, à s'interconnecter, si je puis dire, et c'est précisément le sens de cette semaine de l'emploi qui est organisée aujourd'hui, et aussi de ce colloque de compétences mer qui est organisé par Pôle emploi. Moi, je me réjouis qu'on ait pu, à côté ensemble, avec le président du cluster maritime, dire combien on se félicite de cette initiative et combien c'est important pour l'avenir de notre emploi maritime.